Alors, bonjour d'abord. Moi, je me nomme Zampou Mohamed, d'origine burkinabé. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, on s'imaginait tous que la France est un grand pays. En fait, c'est une France qu'on voyait à la télé, parce qu'on ne la voyait pas en réalité. Et à la télé, on voyait un beau pays, magnifique, qui accueille des personnes, mais avec une population variée de diverses cultures et surtout avec une jeunesse aussi qui avaient tout à leur possession en fait. Voilà comment on voyait la France de l'autre côté des frontières. Pour la France, j'ai jamais eu l'idée de venir en France tout d'un coup en fait, parce que déjà pour obtenir le visa, c'est pas donné à n'importe qui. Et vu que je viens d'une famille très pauvre, donc j'avais même pas l'idée en fait de ce côté en fait. Alors pour moi c'était plus les études, c'était de continuer mes études parce que j'étais en 4e. Et en 4e, vu que mon père il est polygame, il a 2 femmes. Et 2 femmes, de cette union, on est 8, les enfants de ma mère, 4 filles, 4 garçons. Et les enfants de ma petite maman, c'est-à-dire la seconde épouse de mon père, qui sont 3. Donc en tout, on est 11. Et mon père n'a pas les moyens de nous inscrire parce que nous sommes burkinabés, en Côte d'Ivoire. Donc l'école publique, on n'a pas accès. On n'a accès qu'à l'école privée. Donc l'école privée, c'est payant. C'est payant et ça coûte cher. Le fait que ça coûte cher, mon père il nous disait à chaque fois que lui il a un seul regret, le fait de ne pas savoir lire et écrire. Donc il va nous scolariser. Donc comme il n'a pas d'argent pour scolariser tout le monde en même temps, il faisait à tour de rôle. Celui qui sait lire et écrire finit l'école pour lui au prochain. C'est ainsi jusqu'à mon tour. Alors que moi j'avais des rêves, c'était de travailler dans le milieu marin, peu importe. Sur un bateau ou dans les sites pétroliers, peu importe, travailler dans le milieu marin. Et le fait que j'allais arrêter mes études, le fait que j'allais arrêter l'école, je ne pouvais pas avoir accès à ce rêve en fait. Donc j'ai arrêté l'école et j'ai essayé avec ma mère de pouvoir continuer les études en fait par n'importe quel moyen. Mais je n'ai pas pu, étant en Côte d'Ivoire, parce que je suis burkinabé, parce que l'école ça coûte cher. J'ai décidé avec ma mère d'aller au Burkina Faso, chez le frère à ma mère. Je suis allé au Burkina Faso pour essayer une fois encore d'avoir une place à l'école, parce que cette fois-ci je suis chez moi, je suis burkinabé. Mais quand je suis arrivé au Burkina Faso, je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué parce que au Burkina Faso, on me traite d'ivoirien. En Côte d'Ivoire, je suis traité de burkinabé. Donc, je suis à la frontière en fait. Ni l'autre, ni l'un. Et au Burkina Faso, c'était compliqué. Je n'ai pas pu avoir une place à l'école. Et c'est à partir de cet instant que je me suis dit, je dois continuer à aller à l'école, que ce soit dans n'importe quel pays qui m'acceptera en fait, qui va m'ouvrir les portes. C'est ainsi que je suis sorti du Burkina Faso, je suis allé à Niamey, tout en sachant qu'à chaque pays que je traverse, j'essaie toujours d'aller à l'école. Et au Niger, après le Niger, je suis allé en Algérie. Et c'est dès l'Algérie que je me suis dit, fini l'Afrique. Je ne sais plus encore dans un pays d'Afrique pour continuer les études, parce que jusqu'à là, ça a été toujours négatif. Et de l'Algérie, je suis allé au Maroc. Au Maroc, je suis resté quelque temps, le temps de trouver un passeur qui pourra nous faire traverser la mer. On n'a pas trouvé... Si, on a trouvé des passeurs, mais on n'avait pas la somme qu'ils nous demandaient en fait. Parce que cette somme-là, si je les avais, j'aurais pu plutôt continuer mes études en Afrique au lieu de venir en Europe. Alors on a cotisé ensemble, des amis comme ça, 100 € par personne, ce qui faisait 1000 dirhams. Et on a acheté un Zodiac, un bateau pneumatique avec des pagaies traditionnelles, quoi. Et voilà, on s'est lancé, on a traversé comme ça. On était 9, il y a eu un qui est mort et c'est ainsi qu'on est arrivé en Espagne.
l'Espagne. Et de l'Espagne, quand on est arrivé à l'Espagne... Dans les Pays Basques aussi. Oui, on est arrivé à Tarifa. De Tarifa, ils nous ont envoyé à El Jaziras. Et El Jaziras, on a été libérés. Quand on a été libérés, ils nous ont envoyés directement à Villanueva. À Villanueva, dans un centre, dans une ONG. Et dans l'ONG, la directrice, elle disait que l'ONG est réservée qu'aux demandeurs d'asile. Moi, j'ai dit non, je ne demande pas l'asile parce que je vais retourner chez moi dans 2, 3, 4 ans, peut-être 6 ans. Mais si je demande l'asile, je suis condamné à ne pas retourner chez moi et ce n'est pas mon choix. Elle a dit, si tu ne demandes pas l'asile, bon bah, faut que tu libères. J'ai dit, ok, je libère. Elle a dit, choisis n'importe quelle ville en Espagne où tu aimerais aller. Nous, on te prend le billet, on te donne 50 € comme agent de poche. Et bah, j'ai choisi Bilbao après mes recherches parce que Bilbao était à côté de la France. Et ils m'ont pris le billet et je suis arrivé à Bilbao. De Bilbao, bah, j'ai pris un billet pour la France. Parce que, alors, pourquoi la France? Pourquoi je ne suis pas resté en Espagne? Parce que l'Espagne déjà, la langue, ça fait une barrière pour moi en fait. Je pouvais l'apprendre. Mais le fait d'y mettre le temps pour apprendre me mettra en retard. Donc j'ai choisi la France parce que déjà j'ai été scolarisé en français. Mon quotidien c'est le français. Ma langue nationale c'est le français. Donc je me suis dit, il n'y a pas mieux qu'ailleurs en fait. Une fois en France, je pourrais me retrouver facilement que dans les autres pays. Voilà pourquoi je suis venu en France. J'étais à Paris. Et à Paris, c'était pas facile non plus parce que c'était dans les foyers et tout. Et surtout l'orientation en fait. Les métros. Oui. Donc le repère, c'était difficile. Et comme ça, j'avais un ami qui était lui en Espagne, à Nantes. Et je suis allé rejoindre mon ami à Nantes. Et c'est à Nantes que j'ai pu avoir mes racines. Et à Nantes, j'ai réussi à avoir une place à l'école. Parce que déjà, le lycée maritime, j'ai voulu m'inscrire, mais ça n'a pas marché parce que je n'avais pas un titre de séjour. Donc j'ai laissé tomber. J'ai eu une place en gestion des pollutions et protection de l'environnement au lycée Saint-Félix-La-Salle. Et c'est dans ce lycée que je me suis vraiment épanoui en fait. Et maintenant vous poursuivez ces études, c'est ça? Je continue toujours. Là, je viens d'avoir mon BEP. Je passe le bac l'année prochaine, toujours dans la même formation. Et j'ai une possibilité de poursuite d'études au Canada. Dans ce lycée, en fait, j'ai pas mal d'ouverture en fait, sur le monde du travail. Souvent, après des stages, on me propose de m'embaucher, mais moi, je me dis que ça serait quand même dommage de s'arrêter là, en fait. Donc, pour moi, c'est d'aller encore plus loin, tant que je pourrais, en fait. Dans 3-4 ans, je me vois plus en train de faire de la prévention à toute une population, de comment il faut gérer ses déchets ou avoir des solutions de traitement d'eau usée ou bien faire des installations sanitaires au niveau de l'Afrique, pourquoi pas, parce qu'il en manque beaucoup. D'usines de traitement des déchets en Afrique, pourquoi pas, parce que c'est le majeur problème. Ou surtout de l'eau potable au niveau des endroits plus reculés en fait. Ça, ce sont des objectifs que je me fixe dans peut-être 10, 15 ans. Déjà à la base, j'aime pas travailler pour les gens. J'aime travailler pour moi-même. Comme ça, j'ai pas la pression, je vais à mon propre rythme. Je suis bien d'accord qu'au début, il faut travailler pour les gens avant de travailler pour soi-même. À moins que tu aies des parents qui sont déjà bien positionnés, dont tu peux t'appuyer sur eux pour travailler. Alors, ce n'est pas mon cas. Donc, bien sûr, je commencerai par travailler pour un patron et après m'envoler de mes propres ailes. Alors, retourner en Afrique pour y vivre, j'y pense. Mais
pour y vivre, ça ne serait pas maintenant en fait. Ouais. Je pense que après avoir bien m'installé en France, pourquoi pas. Mais je pense que en fait, quand on est né en France et quand on grandit en France, on n'a pas cette même vision de la France que ceux qui sont nés ailleurs et qui émigrent ici en fait. Ouais. Parce que Quelle est votre vision justement de cette société française? moi, ma vision de la France en fait, c'est un pays riche, beaucoup de culture, où tout le monde, je dis, peut s'épargner s'il veut bien, mais il y a ce côté aussi où les associations, ils aident beaucoup, plus que n'importe quelle administration. Et je pense que souvent, il y a des freins aussi, en fait, dont toutes les choses sont cadrées et ça n'aide pas non plus aussi. Parce que cette vision que j'avais de la France quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil du tout. Je trouve que la France à la télé, elle est encore plus beau, magnifique et qui accueille tout le monde, diverses origines. Mais une fois ici, Oui. on voit vraiment les côtés cachés de la France en fait. Où on parle de oui, il y a trop de migrants et tout, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Et voilà. Et ils ne pourront pas choisir un autre pays et tout. Ces côtés-là, on ne les voit pas là-bas en fait. Ouais, bien sûr. Les côtés où on voit des personnes dormir dans la rue, on ne voit pas ça de l'autre côté en fait. Ce que nous on voit là-bas, c'est la Tour Eiffel, c'est les Champs-Élysées, voilà. Le côté où les personnes se mettent en rang pour aller manger dans des associations, on ne le voit pas là-bas. On ne voit pas tout ça, nous. Le fait de ne pas voir tout ça ne donne pas les mêmes idées en fait de la France. Mais une fois qu'on arrive ici et qu'on voit tout ça, et ceux qui sont restés derrière, on leur fait un compte rendu. Ah, c'est pas comme ça du tout. Mais c'est comme ça. Ben, ils ne croient pas. Parce que de l'autre côté, ils continuent toujours de voir le bon côté de la France. Oui, l'image qui est vécue Voilà. par les médias, par la télévision, Et, le cinéma. et du coup, la seule chose que j'aimerais dire à ces personnes qui se posent des questions toujours, pourquoi ils restent pas chez eux, pourquoi ils viennent, eh ben, on vient ici parce que chez nous, il y a des choses ici que chez nous, jusqu'à notre mort, on ne pourra pas l'avoir en fait. Le fait que moi je suis là, je ne suis pas un problème pour la France. Je vais juste étudier. Si j'étudie, toutes mes connaissances, elles vont rester où? En France. Et ça fait un plus pour la France. Et dire aussi à mes copains de classe, mes amis, tous ceux qui vont écouter l'interview, qui suivent un cursus scolaire, et dire qu'ils ont vraiment une chance en fait, une grande chance d'avoir accès à l'éducation. Ils ont vraiment une grande chance d'être bien entourés. Ils ont vraiment une grande chance d'avoir tout à leur disposition. Certes, ils ne peuvent pas s'en rendre compte, mais au lieu de faire des vacances à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Europe, ça serait bien qu'ils fassent des vacances en dehors de l'Europe. En Afrique, pourquoi pas, dans les pays les plus reculés. Ou à l'école même, vous êtes au moins 100 à 120 en classe. Où il y a au moins un banc comme ça pour 4 personnes. Alors qu'ici, on a une chaise, une table. Tout est projeté au tableau. Il y a les CDI. La première fois que je suis arrivé ici à l'école, on m'a dit « Ouais, tu es collé pour 1 heure. » J'ai dit « C'est quoi ça encore ?» Ils m'ont dit bah, « C'est une sanction, tu vas t'asseoir derrière un bureau, tu recopies des trucs. » C'est une sanction ça là. Tu vas nettoyer Je dis ben non, mais moi je peux faire ça au moins 20 fois. Mais
Pourquoi j'ai commencé à rigoler? Parce que quand je le compare aux sanctions du côté Afrique, c'est pas pareil du tout. Mais mine de rien, au fur et à mesure que j'ai les 1 heure d'école, j'ai commencé à m'apercevoir que non, en fait, mine de rien, c'est chiant quand même aller s'asseoir à ne rien faire, quoi. Oui, tout à fait. Parce que j'ai commencé à m'habituer, en fait. En classe, on est combien ici? Maxi, on est 30. De l'autre côté, on est 100 et quelques. Mais tout ça, ça donne pas l'envie, ça décourage pas, en fait. Ça, au contraire, ça donne l'envie d'aller. Tu te dis, ah, si je suis parmi les 100 et quelques, eh ben, c'est qu'il y a encore 300 qui n'ont pas eu cette chance-là d'être là, en fait. Donc voilà pourquoi ici, à chaque fois que je suis en cours, je donne mon maximum, en fait. En plus, il n'y a même pas besoin de donner un maximum. Tu prends au moins 70% de tes cours en classe. Et après, arriver à la maison, tu fais que quelques lectures. Tout est mis à disposition pour réussir, en fait. Sauf ceux qui ne veulent pas réussir, bien sûr.